notre président de commission, Julien Aubert. C'est moi qui vais pouvoir commencer à présider cette commission avant d'être rejointe par notre collègue vice-président Vincent Thiébaut. Alors, notre seconde audition de la matinée a pour terme la transparence des procédures envisagées du point de vue des enquêtes publiques. Nous devions recevoir Madame Brigitte Chalopin, présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, accompagnée de Monsieur Daniel Busson, trésorier. Mais Madame Chalopin a malheureusement fait savoir ce matin qu'elle ne pouvait se déplacer pour raison de santé. Nous auditionnerons donc seul Monsieur Fabien Bouglet, bonjour, lanceur d'alerte, porte-parole du collectif Touche pas à nos îles. Les enquêtes publiques réalisées sous la responsabilité d'un commissaire enquêteur visent à garantir la bonne et complète information du public et à recueillir ses observations, en ce qui concerne notamment les projets de centrales éoliennes, ainsi que certains projets d'installation d'énergie solaire au sol. Le commissaire enquêteur rend compte des observations du public et donne son avis personnel et motivé. Son rôle est donc essentiel. La Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, association de la loi de 1901, créée en 1986, qui fédère les compagnies régionales ou départementales des commissaires enquêteurs, a adopté en 2015 un code d'éthique et de déontologie rappelant les principes de comportement nécessaires à la bonne organisation d'une consultation publique, comme l'indépendance, la neutralité, l'impartialité, l'équité procédurale, la transparence. Nous prendrons donc ces principes comme référence de la bonne organisation d'un débat public. La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, estime d'ailleurs que les valeurs essentielles qui sont autant de principes nécessaires à la bonne organisation du débat public sont l'indépendance, la neutralité, la transparence, l'égalité de traitement, l'argumentation. Monsieur Fabien Bouglet a relevé à plusieurs reprises des pratiques inappropriées dans les processus d'information, de consultation et de décision en matière d'installation de parcs éoliens. Nous allons lui donner la parole pour un exposé liminaire de 15 minutes maximum. Puis les membres de la commission, c'est-à-dire probablement surtout moi, vous poseront leurs questions. Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vous demande de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez allumer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Et allez-y jusqu'à 11h20. Madame la rapporteure, je vous remercie de me donner la parole à l'occasion de cette commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables et fait le constat déplorable de la politique de la chaise vide de Madame Chalopin, présidente de la Compagnie nationale des commissaires enquêteurs, qui sont pourtant des acteurs essentiels dans les questions liées au développement des éoliennes. C'est par hasard, maintenant, il y a 10 ans, que j'ai commencé à étudier la question de l'éolien lorsqu'un projet de plusieurs éoliennes a été prévu à 800 mètres de chez moi. En étudiant les dossiers administratifs, j'ai découvert que le projet d'éolienne qui m'intéressait était entaché de prises illégales d'intérêt. En juillet 2011, le journal Charlie Hebdo dénonçait pour la première fois en France les prises illégales d'intérêt dans l'éolien et rendait publique cette affaire sous le conflit d'intérêts de la semaine. Depuis lors, je suis devenu, malgré moi, spécialiste de la corruption dans l'éolien et des modes de financement de cette source d'électricité en relation régulière entre 2011 et 2016 avec les conseillers et les magistrats du service central de prévention de la corruption du structure du ministère de la Justice. Après avoir fait annuler le projet d'éolienne me concernant, j'ai continué le combat et suis devenu lanceur d'alerte, ce qui m'a amené à rédiger un guide sur les infractions dans le domaine éolien, qui d'ailleurs, infractions qui ne sont pas sans lien avec les questions des commissaires enquêteurs que nous abordons aujourd'hui. Et j'ai été amené à rédiger un guide sur ces infractions et à publier sous différentes formes, sous mon nom ou sous pseudonyme, dans le cadre d'articles ou de consultations officielles, de nombreuses contributions aux publications sur la corruption dans l'éolien, sur les pratiques des commissaires enquêteurs et sur la dénonciation des tarifs de rachat sursubventionnés, l'éolien terrestre ou côtier. La question de la corruption et des tarifs de rachat sont au cœur de la notion d'acceptabilité. Car un tarif de rachat hors norme d'électricité donne aux promoteurs éoliens les marges de manœuvre financières pour créer les conditions, pourrait-on dire, d'acceptation d'un projet éolien, créant une nette opposition entre, d'une part, les populations victimes des éoliennes et, d'autre part, les personnes intéressées, financièrement intéressées, comme les propriétaires terriens, les élus, les associations locales ou même
les commissaires enquêteurs financièrement rémunérés par les promoteurs éoliens. D'un côté, une population démunie, rurale ou littorale, se trouve face à des rouleaux compresseurs financiers et marketing soutenus par une administration soumise aux objectifs définis par le gouvernement. C'est ainsi que, dans le cadre des retours de la France entière, j'ai pu mettre en lumière 3 grands phénomènes qui entachent la filière éolienne dans ses pratiques et participent à la remise en cause de l'acceptabilité sociale de ces machines. C'est d'abord la corruption, c'est le financement des associations, et ce sont les enquêtes publiques structurellement favorables à l'éolien et peu respectueuses de la démocratie. Mon premier point, la corruption. Le service central de prévention de la corruption a annoncé en juillet 2014, dans son rapport d'activité, que vous voici, Madame la rapporteure, la multiplication des prises illégales d'intérêt dans l'éolien, évoquant un phénomène d'ampleur. On y lit « Le développement de l'activité éolienne semble s'accompagner de nombreux cas de prises illégales d'intérêt impliquant des élus locaux. Il ajoute que les élus visés sont attirés par les revenus substantiels tirés de l'implantation d'éoliennes sur des terrains leur appartenant et par un régime fiscal favorable. Il émettait ensuite une alerte. Le service central de prévention de la corruption appelle donc l'attention des pouvoirs publics sur la gravité de ce phénomène et rappelle qu'il est impératif d'empêcher la confusion entre intérêt public et intérêt personnel des élus. Il existe un risque de développement d'atteinte à la probité beaucoup plus grave, comme celui de la corruption. Ce phénomène a déjà pu être constaté dans certains pays européens dans lequel serait impliquée la criminalité organisée. Le service central de prévention de la corruption faisait référence à ce qui se passe en Italie et l'infiltration de la mafia dans le secteur éolien. 2 ans et demi après, le service central de prévention de la corruption sera dissous et mes contacts mutés. Pour rappel, la prise illégale d'intérêt est une infraction commise par un élu qui participe à une délibération alors qu'il est directement ou indirectement intéressé par un projet éolien. Il va sans dire que lorsqu'un maire ou un adjoint est intéressé financièrement par un projet de centrale éolienne, il sera très difficile pour un opposant de s'exprimer, alors que le maire peut prendre des mesures de rétorsion, comme par exemple lui refuser un permis de construire. Très rapidement dans les villages, une omerta se met en place, les citoyens victimes n'osant parfois plus rien dire face à l'autorité que représentent les élus. Avant toute décision publique, les promoteurs éoliens signent des promesses de baux amphithéotiques avec les propriétaires terriens qui peuvent être élus. Puis ils s'adressent au maire pour obtenir un accord sur une étude de faisabilité d'une centrale éolienne sur la commune. Les promoteurs éoliens savent dès le départ que les éoliennes seront sur les terres de tel ou tel élu ou d'un membre de sa famille. Une fois l'élu intéressé, on imagine aisément sa position dans le cadre du projet et en particulier lors de l'enquête publique qui aura lieu dans sa commune. En quelques années, c'est plus de 200 plaintes qui ont été déposées et de nombreuses condamnations qui continuent à pleuvoir régulièrement. La plus récente, et j'ai mis dans votre dossier cette décision, la plus récente a 1 mois. Il s'agit d'un maire et agriculteur du Pas-de-Calais ayant perçu plus de 400 000 € de loyer éolien d'une filiale d'Engie et qui a été condamné, l'élu, le 3 juin à 30 000 € d'amende par la cour d'appel de Douai. L'une des premières condamnations pour prise illégale d'intérêt est à la Ramière. 6 élus ont été condamnés, dont le maire, et plus tard, une conseillère municipale de Mélag, dans l'Aveyron, qui a été condamnée pour la suppression, la privation de ses droits civiques et civils et familiaux. Son mari touchait 36 000 € par an de loyer dans le domaine éolien. Une affaire plus grave reste cependant en suspens. Le maire de Lacaune, dans le sud de la France, qui voulait installer des éoliennes sur ses terres, était allé en 2008 et 2009, avec son député, rencontrer des membres du cabinet du ministère de la Défense en raison de l'existence d'un couloir aérien militaire qui empêchait l'installation des éoliennes sur ses terres. Après 2 rendez-vous, il a obtenu gain de cause avec une dérogation autorisant l'installation proche d'un couloir aérien militaire, autorisant l'installation alors que les membres du cabinet étaient informés du fait que les éoliennes étaient sur les terres des maires. Il a été mis en examen en décembre 2015 pour prise illégale d'intérêt et mis sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction de Castres. À ce jour, il n'a toujours pas été renvoyé auprès du tribunal correctionnel.
En décembre 2016, on retiendra la condamnation d'un géomètre expert, maire d'une commune et géomètre du projet d'éolienne sur sa commune. Malgré cette condamnation, ce dernier reste encore sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel d'Angers, en contradiction avec l'article 2 du décret de 2004 qui interdit l'exercice de l'expertise judiciaire aux personnes ayant été condamnées pour des atteintes à la probité. Des poursuites contre un commissaire enquêteur, on est là encore dans le sujet, de Côte d'Or, commissaire enquêteur qui, dans un dossier, avait été prestataire de service d'une filiale de la société qui portait le projet éolien. Si le procureur a classé sans suite la plainte contre ces commissaires enquêteurs, les victimes souhaitent à ce jour se constituer partie civile. Nous tiendrons également une information importante, c'est que normalement, en vertu de l'article 40 alinéa 2 du Code pénal, du Code de procédure pénale, les personnes faisant une mission de service public, et en particulier les commissaires enquêteurs, devraient transmettre au procureur de la République toute information lorsqu'ils ont connaissance de prise illégale d'intérêt. Or, dans la France entière, des citoyens alertent les commissaires enquêteurs que des élus sont personnellement intéressés dans le cadre du projet. Et les commissaires enquêteurs refusent de transmettre au procureur de la République les informations déposées dans le cadre des cahiers de doléances. Outre les prises illégales d'intérêt, nous avons découvert également que les promoteurs éoliens finançaient les collectivités locales. La mairie de Noirmoutier a reçu environ 3 000 € par an sous prétexte d'activités culturelles du promoteur éolien et le conseil départemental de Vendée, via la structure du Vendée Globe, 500 000 €, alors que ces deux entités ont exprimé leur avis favorable lors de l'enquête publique de Noirmoutier en 2018. Une enquête préliminaire pour corruption a d'ailleurs été ouverte par le procureur des Sables-d'Olonne. Je finirai sur la question de la corruption en rappelant que le 8 décembre 2014, le syndicat France Énergie Éolienne a écrit un courrier à 50 députés pour suggérer une réforme de la prise illégale d'intérêt, délit qui était, selon ces derniers, instrumentalisé par les écologistes anti-éoliens qualifiés de militants anti-républicains. Je vous ai mis dans le dossier la copie de ce courrier. L'Assemblée nationale refusa de donner suite à cette demande, alors que le délit de prise illégale d'intérêt était en cours de réforme, mais cet épisode mit au grand jour les méthodes des promoteurs éoliens. Deuxième point, le financement d'associations. Il est très difficile d'avoir des éléments prouvant les sommes d'argent qui transitent entre les promoteurs éoliens et les associations qu'ils financent. C'est par des faisceaux d'indices que nous pouvons voir qu'il existe des partenariats financiers. Je précise qu'il n'est pas juridiquement interdit à un promoteur éolien de financer une association environnementale, mais ça nous paraît particulièrement douteux pour l'objectivité de cette association lorsqu'elle est confrontée à une enquête publique ou à devoir se positionner sur le sujet. Nous avons découvert qu'il existait des liens financiers entre certains promoteurs éoliens et la Fondation du patrimoine. Dans un communiqué de presse conjoint du 21 novembre 2011, la Fondation du patrimoine et la société EolRes, devenue RES, font état d'un partenariat financier dans le cadre d'une convention triennale. Nous rappelons que les statuts de la Fondation du patrimoine prévoient dans son objet la sauvegarde des patrimoines architecturaux et paysagers. L'association de défense de la nature WWF est partenaire du promoteur éolien Boralex. Sur le site internet de WWF, il est clairement annoncé qu'ils ont signé un partenariat qui repose sur le développement des énergies renouvelables et en particulier l'éolien. La Ligue de protection des oiseaux a organisé en novembre 2017 un colloque éolien et biodiversité organisé avec le soutien des syndicats des énergies renouvelables et de France Énergie Éolienne. Il se dit par ailleurs que des associations locales de la LPO seraient financées pour participer aux études d'impact des éoliennes sur les oiseaux et pour le ramassage des oiseaux morts à proximité de celles-ci. Même si cela n'est pas interdit, cela explique la timidité de certaines structures dans le cadre des enquêtes publiques. La Fédération France Nature Environnement et ses associations auraient également signé des partenariats de ce type. J'ajoute que le livre de Thibaut Kirlizin, Greenpeace, une ONG à double fond, va même plus loin puisqu'il explique que l'ONG Greenpeace serait particulièrement intéressée au développement des éoliennes, étant elle-même actionnaire d'une société Greenpeace Énergie, propriétaire de centrales éoliennes. Il est intéressant de noter que dans le cadre de l'enquête publique concernant le dossier d'éoliennes entre Yeux et Noirmoutier, les opposants avaient demandé aux 5 commissaires enquêteurs d'interroger le promoteur éolien afin qu'il fournisse la liste exhaustive des sommes payées par le consortium Emine
aux collectivités locales ainsi qu'aux associations. Dans le rapport, les commissaires enquêteurs n'ont jamais répondu à cette question. Madame Chalopin, qui est absente aujourd'hui, était membre de cette commission d'enquête. Pour quelles raisons cette commission d'enquête n'a pas demandé l'intégralité des subventions aux promoteurs éoliens et pour quelles raisons le préfet refuse-t-il de nous donner le dossier d'accord aux éoliennes à nos avocats? Le préfet, aujourd'hui, en contradiction totale avec la Convention d'Aarhus et la charte environnementale, ne fournit pas à nos avocats les éléments sur le dossier. Pourquoi cette opacité sur ce sujet? Troisième point, les commissaires enquêteurs. Pour rappel, en vertu de l'article 123.10 du Code de l'environnement, les commissaires enquêteurs se voient octroyer une indemnité à la charge des promoteurs éoliens. Ce sont donc les promoteurs éoliens qui payent les commissaires enquêteurs amenés à donner un avis favorable ou non à un projet. L'intermédiaire entre le commissaire enquêteur et le promoteur éolien sera le président du tribunal administratif qui sera chargé de juger le projet éolien lorsqu'il devra passer devant les tribunaux. Avant même toute décision d'accord ou de refus d'un parc éolien, 3 acteurs clés, le commissaire enquêteur, le promoteur éolien et le tribunal administratif, sont en lien pour la rémunération du commissaire enquêteur, qui sera d'ailleurs jamais connu et qui restera opaque au point de ne jamais être mentionné dans les rapports d'enquête publique. Il y a une opacité totale sur la rémunération des commissaires enquêteurs qui n'est pas dévoilée dans le cadre des enquêtes publiques. Nous avons découvert que des formations de commissaires enquêteurs, et je vous ai mis dans le dossier les slides de présentation, étaient réalisées par les promoteurs éoliens eux-mêmes. J'ai des slides de formation et un programme de formation de 2013 organisé avec le concours de tribunaux administratifs et de DREAL, avec des cours dispensés aux commissaires enquêteurs par des promoteurs éoliens pour leur expliquer comment organiser une enquête publique dans le domaine. Cette connivence, pour ne pas dire cette collusion, se traduit sur le terrain par des résultats édifiants. Pour les éoliennes d'Arromanches, par exemple, l'enquête publique avait montré une opposition de 67%. Avis favorable du commissaire enquêteur. À Noirmoutier, 76% d'opposition avec une forte mobilisation, plus de 1700 contributions, avis favorable à l'unanimité des commissaires enquêteurs. Pour le terrestre, les exemples sont très nombreux. Je n'ai pas la liste à vous fournir, mais si vous voulez quelques exemples, je peux le faire. À Brignac, j'ai pris un exemple rural, au nord-ouest du Morbihan, où sur 89 contributions, 5 sont favorables et 84 opposés avec un avis favorable du commissaire enquêteur. Partout, des témoignages édifiants sont remontés de citoyens choqués par l'attitude des commissaires enquêteurs, souvent très favorables à l'éolien, dissertant dans les rapports sur la piètre culture écologique et environnementale des participants, ou de leur côté, Not in my backyard, le mépris et le dédain de certains commissaires enquêteurs sont souvent ressentis par les citoyens participant sincèrement à ces enquêtes publiques. On est loin de la Convention internationale d'Aarhus, traduite dans la charte environnementale à l'article 7, qui exige la participation des citoyens dans la décision ayant un impact sur leur environnement. La Constitution ne demande pas un avis, elle exige que le citoyen soit acteur de la décision et manifestement les commissaires enquêteurs, par leur attitude, prennent en otage la souveraineté populaire issue des valeurs de la République en donnant leur opinion, ce qui est totalement contraire à la Convention d'Aarhus. Je finirai cet exposé en rappelant que le 1er mai 2018, Jacques Turpin, commissaire enquêteur du projet Noirmoutier, devait, dans un mail envoyé par mégarde aux opposants et devenu emblématique, traiter les opposants, je cite, de personnes sans scrupules et au QI qui n'est pas celui du géranium. Il réagissait après que les opposants se soient offusqués que la permanence des commissaires enquêteurs présentait les affiches, les tracts, les logos commerciaux des promoteurs éoliens et même le registre dématérialisé avait le logo du promoteur éolien. Un commissaire enquêteur devant témoin avait confirmé avoir distribué les tracts commerciaux du promoteur éolien. La présidente de la compagnie des commissaires enquêteurs, absente aujourd'hui, également commissaire enquêtrice pour ce dossier, devait répondre à tous à ce mail par un simple « rien de nouveau à l'Ouest », oubliant l'article 1er des règles de déontologie des commissaires enquêteurs.
Le commissaire enquêteur remplit son rôle dans l'intérêt général avec équité, loyauté, intégrité, dignité et impartialité. Pour rappel, cette enquête ne sera pas suspendue par le préfet. Le commissaire enquêteur ne sera pas radié sur le champ et ni le préfet d'Andé, ni le président du TA de Nantes n'ont procédé à des sanctions administratives de ce fait. Et un avis favorable sera donné pour l'enquête publique avec la signature du commissaire enquêteur insultant. Le député Maquet avait d'ailleurs posé une question écrite à ce sujet. Ma conclusion, les commissaires enquêteurs seraient-ils dans le domaine éolien au-dessus des lois et des intouchables de la République? Je vous remercie, Madame le rapporteur. Merci à vous pour ce propos liminaire. Donc, nous demanderons à Madame Brigitte Chalopin, qui a été plusieurs fois citée lors de votre propos liminaire, de pouvoir répondre de manière écrite aux propos que vous avez pu tenir. Et donc, on lui communiquera ce propos liminaire et le lien vers l'audition afin qu'elle puisse la visionner et apporter un certain nombre de réponses en différé. Donc, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai l'impression que l'image est bien choisie vu le portrait que vous décrivez. Je voulais savoir et comprendre. D'abord, vous dites que les personnes sont financièrement intéressées au projet. Vous avez cité un certain nombre de personnes, donc les élus, les propriétaires et donc les commissaires enquêteurs. Alors, pour les commissaires enquêteurs, c'est la loi qui le mentionne, oui. Puisque, comme je vous l'ai mentionné, le Code donc, de l'environnement prévoit financièrement, donc c'est institutionnalisé, les commissaires enquêteurs sont payés par les promoteurs éoliens. Donc ils ont forcément un intérêt. Est-ce qu'ils sont payés quoi qu'il arrive, quel que soit leur résultat? Ils qu'ils sont payés quoi qu'il arrive. Qu'ils disent oui ou non? Oui. Alors c'est une contrainte qui est amenée, en fait, est-ce qu'on pourrait penser que c'est une forme de manière d'éviter que l'État prenne en charge ses coûts et qu'on dise c'est un peu le principe du on va le dire par là, c'est pas pollueur-payeur mais c'est installateur-payeur, vous devez supporter l'ensemble des coûts qui amènent au projet. Puisque ces coûts emmènent une enquête publique, à ce moment-là, il est raisonnable de penser, c'est aussi eux qui payent, qui financent les études d'impact, mais c'est pas eux qui réalisent les études d'impact, c'est bien un tiers qui à chaque fois s'en charge. C'est pas parce qu'ils tiennent le chéquier qu'il y a une contrainte nécessaire sur les résultats des éléments menés. Tout à fait, mais comme je vous l'ai précisé, comme il y a l'intervention du président du tribunal administratif et des rencontres, des échanges, vous créez déjà les conditions de connivence. Alors, c'est un effet pervers, j'entends bien, c'est tout à fait prévu par la loi pour éviter que ce soit l'État qui acquitte ces enquêtes publiques. Mais les effets sont pervers parce que le commissaire enquêteur se trouve de facto ab initio dans la situation de connivence avec le promoteur éolien, avec qui il va avoir régulièrement des échanges. Et vous savez bien qu'une personne qui a un carnet de chèques a plus de pouvoir que le petit citoyen qui va se retrouver dans l'enquête publique. Vraiment, là, je ne suis pas d'accord avec la question du carnet de chèques, parce que la question, qu'à la rigueur, vous pensez qu'il y a une proximité, parce qu'ils sont amenés à travailler ensemble peut-être sur plus de dossiers et à se rencontrer régulièrement, ça peut effectivement potentiellement créer des liens d'un côté, alors que de l'autre côté, les relations ne sont pas forcément les mêmes, d'avoir d'un côté des gens qui sont plutôt posés dans la projection de projets, tandis que de l'autre côté, on a à gérer des gens qui sont globalement assez en colère. Donc je peux imaginer que d'un point de vue relationnel, ce ne soit pas forcément simple pour les commissaires enquêteurs de se retrouver encore et encore dans des situations entre marteau et enclume. Je peux imaginer que... En fait, nous, moi, ce que je dénonce, ce n'est pas simplement la connivence financière. Vous avez, par exemple, les formations... Je pense que c'est important qu'on ne parle pas de connivence financière. Parce que dans la mesure où c'est encadré par la loi et dans la mesure où ils sont payés, quels que soient les résultats des enquêtes, et je pense que vous devez avoir connaissance de commissaires enquêteurs qui rendent des avis négatifs sur certains cas. Il y a effectivement, mais ils sont payés quand même. Ils sont payés quand même, mais ils sont très minoritaires. Aujourd'hui, le statut de commissaire enquêteur... C'est pas parce qu'ils sont minoritaires à partir du moment où ils sont payés, quels que soient les résultats, il n'y a aucune pression qui est mise sur leur rémunération, sur le fait qu'ils aient un avis. On est bien d'accord, mais pourquoi constate-t-on sur les territoires qu'une grande
et d'ailleurs c'est bien dommage que la présidente des commissaires enquêteurs ne soit pas là pour nous l'indiquer, parce que ce sont des chiffres qu'eux ils peuvent avoir, il y a un très grand nombre, à mon avis au-delà de 90%, d'avis favorables aux éoliennes. Donc Alors, il y a bien une connivence qui est créée, et la connivence, si elle n'est pas financière, elle est au moins psychologique. Quand vous avez les formations qui sont organisées de manière institutionnelle par le tribunal administratif, par les DREAL, qui rencontrent les commissaires enquêteurs, qui rencontrent les promoteurs éoliens avant tout projet de centrale éolienne, vous imaginez bien que des amitiés, des alliances peuvent se créer avant même qu'il y ait une enquête publique. On est dans un bain institutionnel où le commissaire enquêteur se trouve corseté entre une administration qui a des objectifs d'installation des éoliennes et les promoteurs éoliens qui font une pression d'enfer. Et j'ajoute d'ailleurs à ce propos des commissaires enquêteurs que autant Jacques Turpin n'a pas été radié après avoir insulté des opposants à l'éolien, autant récemment, un commissaire enquêteur dans un domaine qui n'est pas lié à l'éolien a été radié parce qu'il avait donné un avis défavorable pour un projet industriel dans une région. Ça signifie bien qu'aujourd'hui, les commissaires enquêteurs sont bien du côté d'une administration qui les met en relation avec les promoteurs éoliens dans ces formations pour qu'ils donnent un avis favorable. Et c'est là où c'est dangereux, parce que la Convention d'Aarhus, traduite dans l'article 7 de la Charte environnementale, ne demande pas aux commissaires enquêteurs un avis. La Convention d'Aarhus, elle dit que les citoyens titulaires de la souveraineté populaire et de la souveraineté républicaine doivent participer à la décision ayant un impact environnemental. Donc en fait, le commissaire enquêteur, dans le paysage que je vous présente, outrepasse, en donnant en permanence des avis favorables, les décisions et les participations d'opposition qui sont exprimées partout en France lors de nombreux projets de parcs éoliens. En fait, ce qui me semble important, c'est qu'on n'attaque pas l'intégrité des personnes, mais qu'on ait plutôt une logique peut-être structurelle sur le sujet. C'est-à-dire que peut-être dans la manière dont les formations sont réalisées, de la même façon, on nous avait pointé ce qu'ils avaient appelé une forme de corruption aussi, une entreprise d'éoliennes qui était allée expliquer dans les écoles comment fonctionnent les éoliennes. Et ça avait été perçu comme étant effectivement une forme de corruption et inadmissible parce qu'on rentrait dans les écoles. Mais enfin, moi, pour le coup, qui était enseignante, j'avais expliqué à ce moment-là que moi, ça me paraissait pas absurde d'auditionner un professionnel pour comprendre comment il fonctionne. Il faudrait savoir si la formation, elle n'est constituée que de ça, ou si la formation, elle est composée de ça et d'autres choses, par exemple. Je vous confirme qu'il y a des packs de formation, notamment à Noirmoutier, qui est un endroit que je connais bien, préparés par les promoteurs éoliens à l'attention du public d'enseignants. Donc c'est bien une position unique dans une école qui doit normalement assurer la neutralité. Mais ça c'est de la responsabilité des enseignants. C'est eux qui sont garants de la pédagogie. Et je pense que c'est important que c'est pas parce qu'un enseignant peut prendre un kit d'information qu'il juge crédible, et je pense qu'on peut encore une fois juger de la validité et de l'intégrité des enseignants, qui considère que c'est un apport intéressant pour ses élèves, en disant voilà comment fonctionnent les choses que vous avez sous le nez tous les jours. Alors dans la campagne, je vais vous donner un exemple qui était dans l'Orne, en Basse-Normandie. Il y avait eu une institutrice de bonne volonté, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause parce qu'ils font un travail formidable, qui avait, à la demande du promoteur éolien, organisé un concours de dessin. Et donc, les enfants du primaire, celui qui gagnait allait recevoir une éolienne en plastique. Et bien, dans l'école, puisqu'on était dans un petit village, ça avait mis un chaos entre les enfants des opposants aux éoliennes et les enfants des grands-parents ou des parents qui avaient les éoliennes sur leur propre terre. Donc, vous aviez une création d'un conflit qui était le conflit larvé du village, c'est des tout petits villages, et qui se reproduisait dans l'école.
Donc, moi, l'intervention... Tous les conflits Ah des oui, adultes se retrouvent dans les écoles. Oui, Là. mais Moi, l'intervention des... Non, mais qu'il y ait des interventions d'associations qui ne sont pas intéressées financièrement intéressées par des promoteurs éoliens dans les écoles pour expliquer qu'il faille promouvoir le développement durable, etc., c'est une chose. Mais qu'il y ait de la promotion d'une industrie qui est financièrement intéressée, qui a des intérêts politiques, économiques et financiers dans cette affaire, je suis désolé, c'est contraire au principe de neutralité dans l'enseignement. Et ça, les cas de promoteurs éoliens qui viennent dans les écoles sont réguliers. On en a beaucoup d'exemples. Et c'est très grave. Selon nous, c'est très grave. Hein. On ne demande pas aux anti-éoliens. Imaginons dans l'autre sens. Est-ce que vous avez fait des démarches auprès des élus, parce que nous, ça nous... Non, alors... auprès des élus ou auprès des enseignants pour expliquer, je ne sais pas, sur des faits scientifiques. Mais vous savez, posés, les anti-éoliens, ils ont 24 heures, ils ont beaucoup de choses à faire dans leur quotidien par rapport à ce sujet, les recours... beaucoup d'administratifs à gérer, sont des gens qui prennent une partie de leur temps, qui travaillent bénévolement dans toute la France, sont des gens qui croient en la République, qui croient en la démocratie, qui sont souvent atterrés de là voir... encore, je ne suis pas d'accord pour ce prisme-là. Les gens qui installent des éoliennes, quelles qu'elles soient, enfin, je veux dire, on ne peut pas partir du principe qu'il y aurait d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. Les gens qui installent des éoliennes, ils ont des avis qui sont différents de vous, clairement, sur le fait qu'ils ont envie d'installer, et ils ont envie parce qu'ils y croient aussi. Il y a des gens qui sont fondamentalement engagés dans ces sujets-là, qui pensent que les énergies renouvelables sont importantes et qui le font de bonne foi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est très important de ne pas s'attaquer à l'intégrité des personnes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas des avis les mêmes que vous qu'ils ne croient pas à la France et qu'ils ne croient pas à l'engagement bien sûr, pour la planète ou autre chose. Dans les écoles, je persiste et signe, il y a eu d'ailleurs de nombreux arrêts de Conseil d'État sur la neutralité dans les écoles, sur le fait que dans les écoles ne pouvaient pas intervenir des lobbies ou des lobbies. Hein, donc là-dessus, pour moi, un promoteur éolien qui rentre dans une école, je dirais c'est encore plus grave pour une classe primaire ou un collège. Dans un lycée, c'est un peu différent parce qu'on peut considérer Avez-vous adressé un courrier au rectorat ou au ministère? Écoutez, ça c'est très régulièrement dénoncé dans le cadre des enquêtes publiques. Est-ce qu'il y a eu une démarche pour alerter éventuellement les chefs d'établissement, etc. Est-ce que vous avez eu des réponses sur ces sujets? Vous savez, ça fait 10 ans, personnellement, que moi je combats sur la corruption dans l'éolien. J'ai écrit à plusieurs ministres, notamment des ministres de l'écologie. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit au ministre de l'écologie pour demander de faire un audit national sur les prises illégales d'intérêt, puisque tous les préfets disposent des délibérations et des implantations des lieux d'éoliennes. Donc les prises illégales d'intérêt sont fixées dans les dossiers administratifs. Le ministre de l'écologie est donc en mesure de dévoiler au procureur de la République de la France entière le fait qu'il y a des infractions qui sont dans les dossiers administratifs. Et pour autant, on n'a jamais de réponse. Oui, mais si vous voulez, quand on a écrit à des premiers ministres, on a écrit à des ministres de l'écologie, on n'a jamais de réponse. La seule réponse qu'on a, pour la corruption par exemple, c'est la suppression du service central de prévention de la corruption et la mutation des contacts que nous avons. Alors, si vous voulez, j'entends bien, et si vous le souhaitez, nous écrirons au ministre de l'enseignement sur le sujet, mais je crains fort qu'on n'ait qu'une réponse administrative où on a, comme d'habitude, mais j'espère que cette commission d'enquête permettra de faire le jour sur ces pratiques, parce qu'en tout état de cause, il faut régulariser ces pratiques. Justement, sur la question des pratiques que vous qualifiez de prise d'intérêt personnel, j'aimerais savoir, dans les cas que vous avez pu citer en exemple, quelle était la taille de ces villes ou villages mentionnés? Est-ce que vous savez le dire? Ah oui. Par exemple, le premier parc éolien qui a fait l'objet d'une condamnation pour prise illégale d'intérêt, c'est à Rannes, un petit village de quelques centaines d'habitants. D'accord. Donc là, le maire était-il lui-même agriculteur? C'est pas le maire, c'était un adjoint qui était propriétaire de terre, la personne condamnée. En fait, en fait, sur un village composé d'assez peu de personnes, bien sûr, un collectif municipal décide d'implanter un projet éolien.
Alors, c'est pas comme c'est d'abord les promoteurs éoliens viennent faire signer des promesses de baux emphytéotiques, en sachant que les personnes sont élues. La toute première étape d'un projet de parc éolien, c'est la signature des baux emphytéotiques. Comment dire? La question que je me pose, c'est que en fait, vous empêcheriez un élu de mener un projet qui serait autorisé à un autre citoyen. Non, il pas du faudrait tout. que le sujet il soit. Si sa prise d'intérêt elle est connue, qu'on sait que c'est son terrain, etc., que tout est transparent, est-ce que là il y a quelque chose d'illégal dans ce. J'avoue que j'ai une question sur. Alors, la prise illégale d'intérêt est un délit pénal qui est poursuivi par l'article 432-12 du Code pénal. C'est très clairement... S'il se retire, par exemple, de la délibération, etc. La prise illégale d'intérêt, c'est le fait qu'un élu participe à une délibération alors qu'il est personnellement intéressé. S'il ne participe pas à une délibération, évidemment, il ne peut pas être poursuivi. Le problème que vous avez partout, c'est que les élus, et en particulier les élus condamnés, mélangent leur intérêt privé avec leur intérêt d'élu. Et donc participent, vont dans les réunions, ce qui est strictement interdit. Moi, s'il y a un élu qui dit clairement « je suis personnellement intéressé », et je quitte et je ne participe pas, là, il n'est pas en situation de prise illégale d'intérêt. Est-ce que vous diriez que ces prises illégales d'intérêt sont plus souvent le cas dans des tout petits villages ou plutôt dans des dans des villes de taille plus importante? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que potentiellement la question du conseil qui va être fait aux élus, un conseil juridique qui est peut-être moins important dans un petit village, pourrait faire défaut aux élus sur ces questions-là, qui ferait qu'ils pourraient être imprudents, mais sans forcément avoir d'intention maligne. Oui. Écoutez, le maire de Lacaune qui va avec son député voir le ministre les personnels du ministre de la Défense, le cabinet, pour faire changer le couloir aérien militaire, alors que les membres du cabinet du ministère de la Défense sont informés dans les courriers que l'élu est personnellement intéressé et lui donne raison. Je suis désolé, ça c'est pas... peut-être qu'effectivement, dans certaines communes, des élus ne se rendent pas compte qu'ils commettent des prises illégales d'intérêt, mais globalement, aujourd'hui, il continue à y avoir des prises illégales d'intérêt, alors que les élus sont fortement informés qu'ils ne doivent pas délibérer. Vous savez, dans les petits villages, il y a un sentiment d'impunité extrêmement fort. Je prends par exemple Madame Landmen, la première condamnée à Argentan. On l'avait prévenue 5 fois. On lui avait dit, attention, dans le cadre de l'enquête publique, dans le cadre d'alerte qu'on lui avait dit, arrêtez ce dossier parce que vous allez être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il y a aussi une incrédulité ou un sentiment d'impunité chez certains élus qui se comportent à l'égard de leurs concitoyens de manière assez étonnante. Je veux dire par là qu'ils se sentent totalement intouchables. Et le jour où ça leur arrive, ça leur fait très bizarre. Voilà. Et il y a eu quand même, il y a très régulièrement aujourd'hui des condamnations sur le sujet. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas forcément la mesure du risque pris en ne respectant pas les règles écoutez, déontologiques? Monsieur Onillon, géomètre expert, maire du village, pas géomètre expert simple, géomètre expert judiciaire, sur la liste des experts judiciaires, se fait condamner, il est prestataire de service du promoteur éolien et il est maire du village. Il est maintenu sur la liste des experts judiciaires de manière totalement illégale, selon moi. Ça, c'est à vérifier, mais en tout cas, ça semble quand même surprenant. Il est parfaitement informé qu'il ne peut pas. Et d'ailleurs, le procureur de la République lui avait dit... Enfin, j'avoue que là, j'aurais besoin d'un appui vraiment juridique pur, parce que je ne suis pas du tout aussi à l'aise. Mais un expert géomètre, quel que soit, il est règles déontologiques dans sa pratique. Et dans ces règles déontologiques, l'expertise qu'il va rendre sera la même qu'il ait ou non ces prises d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Si les intérêts sont déclarés, c'est quelque chose qui doit être su. Mais il ne l'était pas. En fait, le problème, c'est que les personnes qui étudient, qui vont... En fait, on aurait besoin de la déontologue de l'Assemblée nationale autour de ça. Les personnes qui s'opposent au projet d'éolien
ne découvre qu'au moment de l'autorisation d'exploiter, c'est-à-dire des années après, les prises illégales d'intérêt et le fait que certains élus étaient en situation de conflit d'intérêts. Parce qu'en fait, il y a une opacité totale. Tant que vous n'avez pas le dossier administratif du préfet qui vous est consulté une fois que l'autorisation d'exploiter est délivrée, vous n'avez rien. Et donc, ça n'est que lorsqu'on a le dossier administratif qu'on découvre, tiens, tiens, il y a monsieur Ognillon qui voyez, et donc, ça met du temps. Alors, parfois, même, les infractions sont prescrites, puisque, en fait, alors maintenant, le délit, c'est 6 ans. Avant, c'était 3 ans. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans des affaires de prise illégale d'intérêt et qui n'ont pas pu être condamnées parce que c'était prescrit. Et donc, si vous voulez... J'entends j'entends votre position. Quelles recommandations vous feriez pour que les choses soient peut-être plus claires? Est-ce que les déclarations d'intérêt devraient être faites en amont? Parce que un intérêt, s'il est connu et s'il est encadré, peut être accepté. Voilà, mais moi je suis tout à fait favorable que dès le début, on rende public les promesses de baux amphithéotiques. Pourquoi ça ne serait pas rendu public par le promoteur éolien? Pourquoi dès le début du projet, lorsque le projet commence, c'est ce qu'on appelle la maîtrise foncière. Donc les promoteurs éoliens envoient des commerciaux pour aller chercher des terres. Bon, il s'avère que les commerciaux vont préférentiellement voir les élus ou les membres des familles d'élus. Et ensuite, font voter ce qu'on appelle une délibération de la mairie pour un avis favorable d'une étude de faisabilité de la centrale éolienne sur le territoire du village. Eh bien, qu'à ce moment de l'avis, on dise que le promoteur éolien dise « Nous avons signé des promesses de baux amphithéotiques avec tel élu, tel élu et tel élu. » Et là, on verra. En revanche, je voulais quand même vous souligner quelque chose en termes d'acceptabilité. C'est que il y a eu un village, je crois que c'était en Normandie, où le préfet a envoyé un courrier à la mairie pour dire attention, vous êtes un certain nombre d'élus personnellement intéressés par le projet de centrale éolienne. Et en fait, les élus sont de facto intéressés puisque ça met une rémunération en contrepartie à la collectivité. Alors oui, là quand on parle d'intérêt, quand on parle d'intérêt, on parle d'un intérêt personnel, l'argent que touche l'élu à titre personnel. Oui, non, il touche. La commune touche de l'argent, oui, des impôts. Oui, vous parlez sur la partie propriété privée. Je parle sur la partie propriété privée. Et donc le préfet dit attention, tel élu et tel élu ont un intérêt personnel, direct ou indirect. Eh bien, dans la commune concernée, lorsque les élus ont quitté la salle de délibération, eh bien, les élus qui sont restés ont voté contre le projet. On voit bien que c'est la balance entre la question d'acceptabilité en impliquant les élus intéressés. Est-ce que vous auriez la même démarche avec je sais pas moi, un élu local qui lancerait une entreprise sur sa commune et qui créerait une entreprise sur son territoire? Est-ce que ça vous poserait un même cas de conscience? Alors, moi, ça ne me pose pas de cas de conscience. Je regarde juste la jurisprudence. La jurisprudence a, par exemple, condamné pour prise illégale d'intérêt un maire qui avait fait engager sa femme de ménage par la commune. Et la femme de ménage était femme de ménage du maire, à titre personnel, et il avait fait engager sa femme de ménage par la commune. Et ça a été considéré comme une prise illégale d'intérêt, avec un intérêt moral, puisqu'en fait, la prise illégale d'intérêt, ça peut être un intérêt financier, mais ça peut également être un intérêt moral. C'est très très large, la prise illégale d'intérêt. Je vous invite à lire l'article 432-12. On va juste encourager les élus à juste plus être élus, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si de recommander une personne qu'on connaît parce qu'on l'a vu travailler et que la personne est de la commune et qu'on lui propose de travailler, enfin, je veux dire, et que tout ça est parfaitement clair, enfin, je veux dire, et qu'elle répond aux critères qui sont nécessaires et qu'elle fait bien son travail, mais un maire qui serait chef d'entreprise, un maire qui est chef d'entreprise, ne peut pas travailler et faire signer des contrats avec l'entreprise dans laquelle il est maire. On est d'accord que la personne qui était femme de ménage, elle était femme de ménage avant de travailler chez cet élu et c'est ça. Je veux dire, elle n'a pas fait moins d'heures ou elle n'a pas eu des heures payées par l'AMIC. Enfin, vous voyez moi, je n'ai pas de jugement de valeur à donner sur la jurisprudence et ce que vont décider les juges. Mais le constat, c'est que la prise illégale d'intérêt est un délit extrêmement large et que
qu'il peut y avoir effectivement un intérêt moral. Mais donc, en fait, en quelque France, part, beaucoup de choses peuvent rentrer dans votre logique de prise d'intérêt. Et ce que je me demandais aussi, c'était quand vous parliez de l'avis des commissaires enquêteurs. Donc, ce qui vous semble a priori problématique, c'est que lors des réunions qui peuvent être organisées, une majorité de gens peuvent être contre, et le commissaire enquêteur donne son avis. Donc, il rend l'avis des collectifs ou des réunions qu'elle fait, ou qu'il ou elle fait, tout à fait. et que ensuite il complète ce compte-rendu des réunions par un avis circonstancié plus large. Qui est son avis personnel. Oui, mais qui n'est pas, j'imagine, juste un avis au doigt mouillé. J'imagine qu'il y a un certain nombre de critères. Non. Savoir s'il y a je sais pas, des choses qu'ils ont pu constater sur le terrain, je suppose. En général, donc, ils vont faire un audit complet de ce qui s'est passé pendant l'enquête publique, hein, avec la façon dont ça s'est passé, plus ou moins d'opposition, plus ou moins de détermination des opposants. Et puis, une fois qu'ils ont rédigé tout ça, ils vont donner des éléments, voilà. Et souvent, d'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait une forte opposition, ils vont donner quelques attendus des motifs. Et puis ensuite, eh ben, ils donnent leur avis. Souvent, Alors, d'ailleurs, on peut prenons avoir... un cas précis. Oui. Vous parliez de Noirmoutier. Hein. Oui, tout à fait. Combien de personnes étaient présentes à la réunion? Alors, Vous disiez qu'il y à avait Noirmoutier, un il y a site eu 1700 contributions écrites sur les cahiers de doléances et sur le répertoire et sur les répertoires électroniques. D'accord. 1700. Sur combien d'habitants? Sur environ l'hiver 10 000 habitants à peu près, 9 000 habitants. D'accord. Plus, il faut rajouter l'île-Dieu, mais je ne connais pas le nombre d'habitants à l'île-Dieu. Donc à peu près un dixième Oui, tout à fait. des gens qui ont écrit Exactement. pour expliquer leurs inquiétudes. Les 9 dixièmes restants ont été informés du projet? Ah bah tout le monde a été informé dans la presse. Nous-mêmes, on avait envoyé des flyers, plus de 30 ou 40 000 flyers pour informer toute la population. Vous pensez qu'effectivement des gens qui sont opposés à un projet vont faire une démarche? Ben, en fait, vous savez, si c'est pour sauver la planète, puisque l'argument de base des promoteurs éoliens, c'est de dire qu'ils vont sauver la planète par les éoliennes. Bon. J'imagine que tous les gens veulent sauver la planète et que tous les gens vraiment favorables, puisqu'on nous dit que 80%, les sondages des promoteurs éoliens annoncent 80%, voire 90% d'acceptabilité pour les gens près des parcs éoliens. Donc j'imagine que tout le monde en veut. Quand on veut quelque chose qui sauve le monde, j'imagine que toute la population va se lever pour dire oui, oui, on veut des éoliennes. Sauf que c'est pas ça sur le terrain. Sauf que sur le terrain... Sauf que là, en l'occurrence, vous me dites que les gens qui se sont mobilisés sur cette réunion, c'est a priori, ça c'est ce qu'on entend, et c'est ce qui est logique, hein, les gens, ils se mobilisent pour aller faire connaître leur voix contre quand ils ont le sentiment qu'un projet va se faire. Sinon, ils laissent faire. Enfin, je veux dire, s'ils sont pour, ils se disent ça va se produire, donc j'ai pas besoin d'aller appuyer un truc puisque c'est en cours les gens se mobilisent en réaction contre. Vous voyez, c'est un peu la logique de qui ne dit mot consent. Et auquel cas, le pourcentage que vous avez vous-même évoqué à l'instant de 80-90% finalement de favorables correspondrait en creux aux 10% de contre réellement exprimés. Nous, les anti-éoliens, on s'insurge des éléments de langage des promoteurs éoliens qui disent finalement ce sont les... Là, c'est pas des éléments de langage, c'est des chiffres que vous apportez. Non, les promoteurs éoliens annoncent 80% de leur sondage et 90% d'acceptabilité dans leur sondage. Sur le terrain, quand on a les enquêtes publiques, globalement, il y a une très très forte opposition. Mais quand vous dites globalement, il y a une forte opposition, mais c'est-à-dire des gens qui sont présents dans les réunions? Non, ça veut dire que ce n'est pas des réunions, ce sont des permanences qui sont organisées. C'est-à-dire que vous avez des petites permanences pendant 3-4 heures. Les commissaires enquêteurs sont à la disposition du public pour éventuellement regarder dans les dossiers et regarder un document. Et les personnes déposent sur les cahiers de doléances leur intervention. Moi, ce que je pense vraiment fondamentalement, c'est que de facto, les gens bougent quand ils sont inquiets, quand ils sont contre.
Ils ne bougent pas quand ils sont d'accord, je suis parce pas qu'ils tout à pensent fait que ça d'accord. va avancer. J'imagine que lorsque vous avez une solution où on vous dit en implantant les éoliennes, on va sauver le monde, vous allez être sauvé de l'apocalypse, on va sauver la planète, Peut-être que les gens y etc. croient pour de mauvaises raisons, mais ils y croient alors. Tout le monde, si on me disait voilà, il va y avoir une. Non, mais la conviction soit basée sur de fausses promesses, admettons, ça n'empêche pas qu'en termes d'acceptabilité, même s'ils sont basés sur de fausses promesses, si on partait dans votre argumentaire, les 90% des gens qui ne se sont pas exprimés ont plutôt tendance à dire, et vous avez l'air de l'approuver, qu'ils y croient, qu'ils pensent que ça va participer à améliorer les choses. Non. Je ne mets pas en lien les 80% qui ne viennent pas à l'enquête publique par des intérêts, parce que vous savez, vous êtes Quand élu. quelque chose est considéré comme une menace, quelque chose de négatif, les gens se déplacent. Enfin, je veux dire, quand il y a besoin de se mobiliser sur quelque chose auquel on croit fortement, moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes législateur, et on verra, transformons les enquêtes publiques en sondage local. Et là, on verra. Et là, moi, je m'incline. Supprimons les commissaires enquêteurs, supprimons les enquêtes publiques et soyons conformes à la charte environnementale, l'article 7, c'est la participation du public. On fait un sondage local par rapport aux zones impactées et de ce sondage populaire et citoyen, organisons cette démocratie environnementale que nous appelons tous de nos voeux, eh bien c'est le peuple souverain qui décidera localement. Et peut-être que là, on verra effectivement que les 80% d'opposition dans les enquêtes publiques correspondent à 80% d'opposition dans les sondages. D'ailleurs, moi, je constate que lorsque des élus veulent organiser des sondages sur les éoliennes, les préfets les en empêchent. Pourquoi ? Ça, c'est intéressant. Moi, je suis très favorable à des sondages populaires. Comment un préfet pourrait-il empêcher un élu local d'organiser un sondage ? Écoutez, j'ai vu des cas où des mairies, alors il faudrait que je retrouve dans mes archives, où des mairies, où des élus avaient souhaité la mise en place d'un sondage, un référendum populaire sur leur commune, que le préfet avait fait empêcher, tout à fait. Mais alors je vous retrouverai le document. Normalement, les élus doivent pouvoir organiser des choses comme ça, à mon avis, sans que le... je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais, mais c'est à vérifier. Est-ce que vous avez l'information, M. Bourdon ? Mais moi, je pense qu'il faut multiplier ces référendums populaires, ces référendums citoyens, dans le cadre des implantations des éoliennes. Et là, on en aura le cœur net. Mais c'est la seule solution, parce que de toute façon, les promoteurs éoliens avanceront leur élément de langage, et nous, les écologistes anti-éoliens, on utilisera les chiffres de participation dans les enquêtes publiques. Eh bien, Vox Populi, Vox Dei, donnons la voix au peuple. Est-ce que vous diriez de la même façon que les subventions, parce que vous disiez ça aussi, qu'il y avait le cas des associations. Est-ce que pour vous, le principe de démarrage est vicié ? C'est-à-dire qu'une entreprise qui va financer une association environnementale, elle le fait pour vicier l'opposition au projet localement. Localement ou nationalement. D'accord. Mais il y a un certain nombre de gens, et je pense que vous pouvez en être d'accord, qui pensent que installer des éoliennes, c'est un projet environnemental. Ah, mais moi, je respecte les opinions de ceux qui sont favorables à l'éolien. Il y a des gens qui peuvent faire une démarche de mécénat vers des associations environnementales, étant elles-mêmes convaincues qu'il faut aller vers quelque chose d'environnemental. Oui, mais alors prenons par exemple la Ligue de protection des oiseaux. La Ligue de protection des oiseaux, elle a un rôle formidable. Moi, j'ai rencontré Alain Bougrain-Dubourg à Noirmoutier, on a discuté. Il ne savait pas, par exemple, que les baleines, les échouages de baleines dans les mers près de la Grande-Bretagne ou en Allemagne, étaient dus aux infrasons liés aux éoliennes. Bon, il ne savait pas de nombreuses informations de ce type.
La Ligue de protection des oiseaux Informations qui sont prouvées, avérées ou qui sont de l'ordre de la supposition? Qui sont en étude, notamment, il y a une étude aux États-Unis, en Rhode Island. Il y a actuellement une commission d'enquête sur le rôle du premier parc éolien en mer sur les échouages de baleines qui interviennent depuis. En tout cas, en l'état actuel, est en cours, mais qui n'a pas rendu ses avis encore. Tout à fait. Donc en tout état de cause, à ce stade, vous non plus, vous ne le savez pas. À ce stade, il y a une coïncidence étroite entre les échouages de baleines et la proximité des éoliennes en mer. Mais qui est en train d'être vérifiée. Et vous, vous êtes en train déjà de valider le résultat de l'enquête avant qu'elle soit finie. En tout état de cause, pour les oiseaux sont des victimes, les premières victimes des centrales éoliennes. Le tribunal fédéral américain a condamné un promoteur éolien pour la mort de 150 oiseaux et des milans royaux. Combien d'oiseaux s'écrasent dans les fenêtres des maisons? Ah oui, mais les maisons, c'est le logis quotidien des particuliers. Ça n'a rien à voir avec le... Combien d'oiseaux sont tapés par les voitures qui circulent sur les routes? Mais nous, là, ce dont on parle, c'est la protection des oiseaux par rapport à des machines industrielles qui se situent... Oui, mais si on est sur des ratios similaires, on pourrait considérer qu'il faut enlever les vitres de nos maisons et qu'il faut qu'on arrête de rouler en voiture. Sauf que là-dessus, typiquement pour les hérissons, c'est pareil. Ouais, mais sauf que là-dessus, vous prenez le rapport de la Ligue de protection des oiseaux qui vient d'être rendu récemment par la Ligue de protection des oiseaux. Vous prenez les rapports des associations environnementales de protection des oiseaux en Suisse, récemment à l'île de Man, où 60% des oiseaux maritimes ont disparu de l'île de Man, donc en Irlande, à cause, depuis l'installation des éoliennes en mer, situées à quelques kilomètres de là. Ils se sont déplacés? Non, ils ont disparu. Disparition, et d'ailleurs, le Conseil national pour la protection de la nature, instance officielle du ministère de l'écologie, a rappelé, pour le projet de centrale éolienne entre Yuen et Noirmoutier, a donné un avis défavorable à l'implantation de ces éoliennes en raison des impacts vraiment très importants que ces éoliennes pourraient avoir sur les oiseaux migrateurs et en particulier du buffin des Baléares, en danger de disparition mondiale, d'ailleurs, qui a aussi disparu sur l'île de Man en Irlande. Eh bien, le ministre de l'écologie a décidé de supprimer l'avis du Conseil national pour la protection de la nature, alors que c'est un avis essentiel en termes de protection de la biodiversité. Cet avis? C'est-à-dire que, avant tout projet de centrale éolienne, il faut l'avis du Centre national de protection de la nature. Ce centre est une autorité officielle du ministère de l'écologie sur les impacts en termes de biodiversité. Il donne un avis favorable ou défavorable pour les atteintes aux espèces protégées. Depuis l'affaire de Noirmoutier, où le Conseil national, Conseil national de protection de la nature, a donné un avis défavorable à plus de 11 voix contre 2, le ministre de l'écologie a demandé de supprimer l'avis préalable obligatoire du Conseil national de protection de la nature dans les décisions d'implantation de projets industriels. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une autorité officielle liée à la biodiversité ne peut plus donner d'avis officiel dans le cadre de projets éoliens. C'est tout récent, ça a quelques mois, et nous, on s'insurge de cette situation. Parce que le Conseil national de la protection de la nature avait donné une décision pour le projet de centrale éolienne entre l'Île-d'Yeu et Noirmoutier, qui est strictement l'éventualité évoquée de la disparition des oiseaux, comme c'est en train d'intervenir sur l'île de Man, tout récemment, par une étude qui a été réalisée toute récemment. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que quand... Parce que vous avez l'air de bien connaître le sujet, quel phénomène fait que... C'est le fait que l'habitat fait qu'il se déplace? En fait, il y a deux phénomènes. Et du coup, l'écosystème En fait, vous avez deux phénomènes, et je ne parle pas des chauves-souris. Vous avez le phénomène du fait que les éoliennes tuent les oiseaux par les pales, parce que les pales vont très très vite, et donc les oiseaux ne voient pas forcément les pales. Donc les milans royaux sont particulièrement menacés par les pales d'éoliennes. C'est un des oiseaux les plus impactés par le problème. Et puis,
L'autre problème, c'est les habitats. C'est-à-dire que là où il y a des éoliennes, il y a des habitats. Dans la dernière étude de la LPO, eh bien, la LPO mentionne qu'ils n'ont pas fait l'étude sur l'impact sur les habitats, et c'est probablement l'impact le plus important. Alors, on comprend que la LPO, qui est financée par, et encore une fois, ça n'est pas interdit, c'est tout à fait légal, par les deux, enfin, en proximité avec les deux syndicats de promoteurs éoliens, se retrouve à devoir donner une étude sur l'impact des éoliennes sur la survie des oiseaux et minimise cet impact en oubliant de faire une étude sur l'impact le plus important qui est les habitats. Vous pensez que... Alors déjà, d'une part, j'imagine qu'il y a plus d'un financeur qui finance la LPO. Oui, mais quand vous avez un colloque qui est organisé sur éolien et biodiversité et qui est organisé avec l'ADEME, avec les promoteurs éoliens, oui, un mais colloque de la LPO, ça a forcément une influence. Le fonctionnement de la LPO, il est indépendant, enfin, je veux dire, des seules subventions de l'éolien. Mais nous, on il pose fonctionnerait question. sans les aides de l'éolien, ou pas? Nous, on pose question. On pose Si question vous voulez, sur pourquoi la Fondation du patrimoine touche de l'argent de promoteurs éoliens, pourquoi certaines associations de défense de l'environnement... que des entreprises essayent d'envoyer un message politique en soutenant une association qui, voilà, sous forme de contrepartie ou sous forme de, comment dire, de complément d'image, voilà, en disant on nous dit qu'on n'aime pas les oiseaux, vous voyez, on investit dans leur protection. Ça c'est des pratiques qui sont, enfin, je veux dire, vraiment historiques et qui sont connues et qui. C'est comme Total qui va faire de. Mais c'est comme l'entreprise locale qui finance le sous des écoles. Mais on peut le dénoncer. Non, mais donc ça veut dire qu'on refuse tout mécénat d'entreprise. Non, écoutez, le patron de l'Agence française anticorruption... La question qui est à poser, c'est s'il y a des contreparties qui sont exigées à ces dons. Écoutez, moi je ne connais pas les partenariats. Si vous voyez, il y a corruption, s'il y a contrepartie qui est demandée à ces dons. Est-ce que vous avez la preuve que les contreparties ont été données à ces dons? Je vais être obligé de faire un tout petit peu de droit. Pour ce qui concerne les associations, les associations qui toucheraient de l'argent de promoteurs éoliens ne sont pas du tout, je tiens à le clarifier, en situation de corruption. Il n'y a pas de délit pénal du fait qu'une association reçoive de l'argent, ça n'est donc pas interdit, je le répète. Alors, non, ça vous l'aviez bien précisé, mais ce que vous pensez, c'est que l'association, du coup, serait moins vertueuse ou qu'elle ne saurait pas faire la part des choses entre la subvention qu'elle reçoit et ses intérêts et ses missions de démarrage. Qu'en gros, c'est la Ligue de protection des oiseaux protégerait moins les oiseaux ou pas tous les oiseaux parce qu'elle recevrait de l'argent par ailleurs. Écoutez, il peut y avoir un problème d'objectivité, de neutralité. En tout état de cause. Ça serait intéressant de pouvoir envoyer cet extrait d'audition à la Ligue de protection des oiseaux pour voir s'ils sont d'accord avec ça et s'ils peuvent s'en justifier. Écoutez, très bien. Vous pouvez aussi demander à WWF, à Greenpeace, qui est également promoteur éolien dans certains pays. Pour nous, il y a une connivence qui n'est pas illégale, je le répète, mais qui peut avoir un impact sur la mésestimation ou du moins une atténuation de des réels impacts. Mais en fait, je pense, si vous voulez, que ce qui, moi, me vient dans votre argumentaire, c'est que vous êtes fondamentalement convaincu que les éoliennes, c'est anti-environnement, en fait. Nous, on est... oui, puisque... Et donc, du coup, pour vous, une association ou quelque partie prenante que ce soit, qui, lui, est convaincu que l'éolien, c'est pro-environnement, serait donc de mauvaise foi chaque fois qu'il fait quelque chose en faveur de l'environnement, puisque vous partez, vous, du présupposé que l'anti-éolien, c'est fondamentalement anti-environnement. Non, je dis que l'association qui défend l'environnement, qui a pour vocation de défendre l'environnement ou la protection des oiseaux, doit être en situation de neutralité absolue et d'objectivité absolue par rapport à des entreprises et des industries qui peuvent avoir un impact sur l'objet de leur association.
Vous voyez, on ne peut pas à la fois, on vous, perd en objectivité. mais pour Quand on vous, par reçoit de exemple, l'argent, on perd en objectivité. C'est normal. alors Pour moi, encore une fois, tout dépend de la capacité qu'on a à savoir différencier un don de quelque chose qui correspond à une forme de alors retour sur investissement. je vous le si vous voulez. retrouverai. C'est Je pas vous la le même chose. retrouverai, mais Mais une en association, Espagne. par exemple, de fabricants automobiles qui fait un don à une association pour la sécurité routière, vous trouveriez que là, c'est un conflit d'intérêts? Je pense effectivement qu'il faut éviter que, si c'est pour une association, une fondation qui ferait de la recherche scientifique pour amenuiser, on va dire, les risques d'accidents de la route, je suis tout à fait favorable. En revanche, si c'est une association qui dénonce la pollution des voitures ou qui dénonce les impacts, en termes de pollution des véhicules, bah là j'y suis tout à fait opposé. Je veux dire, si vous avez un fabricant automobile qui finance une association dont l'objet est de dénoncer la pollution automobile, il est évident que ça peut poser problème. C'est évident. Mais beaucoup de recherches sur des cas qui posent question, hein, dans n'importe quelle entreprise, à un moment ou un autre, est confrontée à des points qui peuvent poser problème. Ils savent pas forcément si telle pratique a telle ou telle conséquence et ils peuvent commander une recherche. Ils vont payer la recherche en disant à des chercheurs, écoutez, on s'interroge là-dessus, on ne sait pas si ça a ou pas ces effets-là, recherchez pour nous dire. Vous considérez que c'est piloter la... Non, là, la recherche, ça ne me dérange pas. Mais quand vous êtes une association indépendante, objective, de défense de l'écologie, de défense des écosystèmes, vous devez garder une certaine distance. De même que la Fondation du patrimoine, dont l'objet est la défense et la sauvegarde des patrimoines architecturaux et paysagers, ne peut pas recevoir d'argent d'un promoteur éolien. Enfin, je veux dire, c'est Mais totalement parce que vous contraire. partez du prisme que l'éolien est une attaque au patrimoine. Vous partez de ce fondamental-là. Bah, écoutez, beaucoup de gens défenseurs du patrimoine, je ne suis pas concerné, n'étant pas un activiste dans l'activité de défense des patrimoines architecturaux, se battent, comme par exemple lorsqu'il y a eu les impacts des éoliennes sur le Mont Saint-Michel, quand il y a eu des cimetières militaires qui sont impactés, lorsqu'il y a des menhirs, là on m'a averti qu'il y avait des menhirs classés monuments historiques qui vont être impactés avec des éoliennes en Bretagne. Si vous voulez, il est évident que lorsque l'implantation d'éoliennes peut avoir un impact sur le patrimoine architectural, il est évident que c'est grave pour une fondation de défense de ce patrimoine que de se faire financer par des promoteurs éoliens. Oui, c'est grave. C'est une atteinte à l'indépendance de cette structure d'intérêt général. Alors, encore une fois, si ces financeurs sont connus, si leurs recherches et leurs travaux et leurs avis restent indépendants. Eh ben moi, je le dis encore une fois, soyons transparents, que les associations environnementales nous disent toutes officiellement combien elles touchent de tel ou tel promoteur éolien. Et là, effectivement, on aura une transparence totale par rapport à ces associations, et d'autres membres de ces associations qui seront particuliers pourront tirer les conséquences de l'utilisation de leurs deniers par ces associations du fait de cet engagement. Moi, à la rigueur, si c'est transparent, il n'y a pas de souci. Créons de la transparence. Donc et pour vous, les problèmes de prise d'intérêt que vous avez dénoncés seraient principalement réglés par plus de transparence. Ben oui, parce que quand vous avez plus de transparence, la question de si vous voulez, quand c'est caché, c'est que c'est douteux. Si on rend transparent le fait que tel ou tel élu... Je pense que c'est un prisme intéressant que ce que vous considérez caché est douteux. C'est pas parce que l'information est peut-être pas promue de manière extrêmement visible que... Vous voyez, il y a des choses qui ne se promeuvent. On est dans une haute assemblée.
qui a mis en place un système de transparence Oui, des moi, intérêts je suis pour, des mais députés. si vous voulez, On, il y a... on a un ministre de l'écologie dont on apprend qu'il adore les bons plats, les bons vins aux frais de la princesse, et qui nous fait des leçons d'écologisme en permanence et qui veut nous imposer des éoliennes. La transparence, je pense que là, le propos est déplacé. Oui, oui, si vous voulez. Mais en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas connaissance d'une information que l'information n'est pas disponible à la demande, et ça n'est pas parce que cette information n'est pas disponible a priori et qu'il faut peut-être aller la chercher, que c'est douteux et qu'il y a volonté de cacher et de nuire. Vous voyez, je pense qu'il y a un prisme dans votre démarche qui est peut-être celui de... Alors peut-être lié à des choses que vous avez pu voir et qui se sont accumulées et qui, voilà, je pense que les éléments que vous avez pu noter pourront être, comment dire... encore une fois, Madame Chalopin va pouvoir nous apporter des éléments complémentaires. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a quand même un prisme de démarrage dans votre argumentaire qui est de dire il y a une volonté de nuisance ou de... Nuisance, non. Ouais, non, mais il y a un intérêt global, il y a un halo d'intérêts qui combine intérêt des élus, intérêt des associations, de certaines associations, et intérêt d'une administration ou des commissaires enquêteurs, qui fait un bain qui est en opposition avec la population qui s'y oppose. Je voudrais quand même vous donner un exemple très intéressant. En Espagne, il y a une association environnementale en Espagne qui a dévoilé un chiffre très important dans le cadre d'un colloque qui est intervenu il y a une dizaine d'années. 6 millions d'oiseaux morts, donc un chiffre, une hécatombe, d'ailleurs des chiffres très importants aussi en Inde, des études réalisées en Inde, des études réalisées aux États-Unis, enfin il y en a partout dans le monde. Eh bien, cette association, depuis quelques années, est financée par un grand électricien éolien espagnol. Et depuis qu'elle a reçu le financement de cet électricien, cette association de lutte pour la préservation des oiseaux n'est plus en avant-garde sur le combat de la préservation des oiseaux liés aux éoliennes. Vous voyez bien qu'il y a une mise en cause forte du degré d'engagement de ces associations lorsqu'elles reçoivent des financements. Moi, c'est un constat. Pourquoi, alors qu'avant de recevoir des financements, elle avait une volonté ferme de défendre les oiseaux, et qu'à partir du moment où cet électricien espagnol remet des financements, eh bien, là, on n'entend plus parler de l'association. C'est ça qu'on dénonce, parce qu'en fait, ça atténue le poids de ces associations. Moi, je suis sûr que, et je loue le travail de la LPO, qui est vraiment un travail formidable, je suis persuadé que la Ligue de protection des oiseaux, serait beaucoup plus ferme sur la question de l'éolien si elle n'était pas associée, sous différentes formes, avec les syndicats de promoteurs éoliens. J'entends votre argumentaire, vous pensez indirectement que cette association s'est vendue? Je ne dirais pas ça parce que ce serait un propos limite, mais en tout cas, qu'elle est influencée. D'accord. Bon, je suis navrée, il va falloir qu'on lève cette audition. Merci pour ce débat extrêmement intéressant sur la déontologie. Je pense que c'est un sujet en fait qui est tout le temps d'actualité, la question des prises d'intérêt. J'ai essayé effectivement de vous donner une forme de débat contradictoire. Mais je vous remercie infiniment. Puisque vous étiez des parties de la personne qui devait jouer ce rôle. Et je vous remercie pour vos réponses. Merci infiniment, Madame la rapporteure.